Le 23h sur RTI1, Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. À quelques mois de la CAN, des échanges ont lieu sur le tourisme ivoirien au Vélodrome de Marseille. Un partenariat autour de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire avec le club français, l'Olympique de Marseille. On en parle dans ce journal. Nous ouvrons aussi au cours de cette édition l'engorgement de l'axe Siporex-Port-Boué 2 dans la commune de Yopougon. La voie de 7,2 km est empruntée par des millions d'usagers. La semelle commerçants et autres gares informelles adoubée d'une insalubrité, c'est le dossier de ce soir. Et aussi, on fera un bref tour de l'actualité dans ce journal du Mali à la Libye et également en Ukraine. On parlera de gestion de crise. Bienvenue à tous. L'élection des sénateurs a eu lieu samedi dernier. Les 64 sénateurs élus par le collège de 9430 grands électeurs est connu. Après les résultats, vient l'heure du contentieux électoral. Des préoccupations légitimes à faire enregistrer en dépendent également la validité du processus électoral qui s'est tenu il y a quelques jours. Sidonie Davila nous en dit davantage. Après le déroulement des élections sénatoriales ce samedi 16 septembre, la phase cruciale du contentieux électoral prend désormais le devant de la scène. Cette étape, vitale pour assurer la transparence et l'équité des élections, est maintenant entre les mains du Conseil constitutionnel. Vous avez 3 jours pour saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a 3 jours également pour statuer sur les différentes réclamations. Ce après quoi, la Commission électorale indépendante va proclamer le résultat définitif. Les résultats proclamés à l'issue du scrutin sénatorial de ce samedi ne sont que temporaires. Ils ne deviendront définitifs qu'une fois que toutes les contestations auront été traitées par le Conseil constitutionnel. À la différence des élections parlementaires, au titre desquelles il y a l'élection des députés et l'élection des sénateurs, l'élection locale, la proclamation des résultats est définitive. Alors que dans l'hypothèse des députés et des sénateurs, la proclamation qui est faite par les soins de la Commission électorale indépendante est provisoire. On n'utilise pas du provisoire pour faire ce qui est durable. C'est parce que le résultat des élections locales est définitif que nous l'utilisons pour en faire le corps électoral pour la sénatoriale. Les réclamations soumises au Conseil constitutionnel peuvent concerner divers aspects du processus électoral, tels que des irrégularités survenues pendant le déroulement du scrutin ou des doutes quant à la validité des résultats. Ce ne sont pas toutes les irrégularités qui emportent annulation, seules celles qui entachent la sincérité du scrutin et en affectent le résultat d'ensemble qui peuvent emporter l'annulation. Avec la conclusion des élections locales et sénatoriales, le cycle électoral est désormais complet en Côte d'Ivoire. La CEI se félicite de son professionnalisme tout au long de ces élections. Elle invite également la population à avoir confiance en son travail, soulignant son engagement envers la transparence et la démocratie dans le pays. C'est un scrutin qui s'est déroulé dans le calme et qui a aussi vu la participation des majeurs partis politiques de Côte d'Ivoire. Et pour les chefs coutumiers de la région du Tonkpi, c'est le signe de cohésion sociale soutenue. Mamadou Kwasi. Fini les élections couplées régionales et municipales ainsi que les sénatoriales dans le Tonkpi. Place désormais au renforcement de la cohésion sociale dans la région. Les cadres, les conseillers municipaux et régionaux ainsi que les sénateurs réunis tous autour du président de la région, Albert Mabrou Touakus, reçoivent les félicitations des chefs traditionnels du Tonkpi. Ces autorités coutumières se félicitent du climat de paix qui a prévalu durant la période électorale. Après toujours une élection, il y a des incompréhensions, mais les élections sont une étape de la vie. Après donc une élection, celui qui a été élu, il est élu pour tout le monde, et donc il doit rassembler. Et nous, chefs traditionnels, notre souhait est que les fils et les filles du Tonkpi, qui sont au devant du développement, soient rassemblés pour que le développement arrive véritablement dans notre contrée, dans notre région et dans notre capitale régionale. Au nom des cadres et des élus, Albert Mabrou Touakus
salue la démarche des chefs traditionnels tout en prenant l'engagement de maintenir l'unité et la cohésion entre les filles et les fils du Tonkpi pour bâtir leur région. Le chef doit être au-dessus de la mêlée, le chef doit rassembler. Nous venons de sortir de compétition qui donc ont opposé les frères et les sœurs, mais nous allons nous rassembler, c'est ce que nous avons commencé à démontrer. Et donc leur soutien, leur conseil, leur accompagnement va certainement être notre véhicule, ce qui va nous conduire donc au grand rassemblement attendu par le président de la République, parce que le président attend beaucoup du Tonkpi, il compte sur le Tonkpi, il compte sur la cohésion dans le Tonkpi, il compte sur un Tonkpi en bloc à ses côtés pour lui donner les armes pour poursuivre le développement et nous donner notre part. Donc j'ai demandé que nos parents, les chefs coutumiers, continuent de jouer ce rôle à nos côtés. Cette rencontre a été mise à profit pour solliciter les MAN pour la paix et surtout le développement de la nation ivoirienne avec le président de la République, Alassane Ouattara. Après les élections locales, le nouveau bureau du conseil régional du Tchologo s'installe à Ferkessédougou. 55 conseillers conduits par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Ils porteront les défis et stratégies de développement de toute la région du Tchologo. Kader Sokodogo. Salle de réunion de la préfecture de Ferkessédougou. Auréolé de sa récente victoire à la tête du conseil régional du Tchologo, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara est installé officiellement dans ses fonctions. Il sera aidé dans sa tâche par 55 conseillers, dont 5 vice-présidents. Sa mission, en tant que responsable de collectivité décentralisée, sera, bien entendu, de penser, de concevoir et de mettre en œuvre les grandes actions de développement de cette région. Des responsabilités soulignées par le préfet de région, Jean-Pierre Sori. Apporter le bonheur aux populations tout en améliorant leurs conditions de vie. Téné Birahima Ouattara n'entend pas se dérober. Le conseil régional n'a pas de couleur politique. C'est un outil de développement et nous avons été élus pour aider l'administration à aider nos parents du Tchologo et c'est ce que nous proposons de faire. 5 années, c'est le temps que va durer le mandat du président du conseil régional. Les enjeux de développement sont connus. Santé, éducation, emploi, routes, électricité, adduction en eau potable, pour ne citer que cela. Et si on parle de développement, alors voyons cette démarche pour la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Un cadre collaboratif est en préparation avec le club français, l'Olympique de Marseille, autour de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Une belle perspective alors que nous sommes qu'à quelques mois de la CAN qui se jouera en 2024 sur le sol ivoirien. Herman Guivet nous en dit plus. En provenance de Paris, direction Marseille. La ville portuaire, immersion au cœur d'un temple du football européen, l'OM, l'Olympique de Marseille. Une immersion rendue possible grâce à la consolidation du partenariat entre le ministère du Tourisme de Côte d'Ivoire et le club de football européen, dénommé Sublime Côte d'Ivoire. Sitôt arrivé sur les lieux, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, répond sans détour aux multiples questions des journalistes européens désireux d'en savoir davantage sur la nature de ce partenariat. La stratégie Sublime Côte d'Ivoire qui a été arrêtée de commun accord avec le cabinet McKinsey vise à faire en sorte que la France, qui est le premier marché émetteur de trafic en direction de la Côte d'Ivoire au plan touristique, puisse davantage avoir des prescripteurs qui vont prescrire la destination et qu'il y ait plus de visibilité à travers la visibilité qu'on peut avoir grâce à ce partenariat pour que par un effet de levier, nous boostons la destination et faire en sorte que les avions de la France en direction de la Côte d'Ivoire se remplissent davantage et que la destination soit prisée par tous et que la destination, telle que stipulée, permet véritablement d'atteindre notre objectif de monter dans le top 5 des destinations les plus prisées au plan touristique sur le continent africain. Plus que sublime, je dirais la Côte d'Ivoire est sublimissime. À ses côtés, Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. En entretien éclaté ou en privé, Siandou Fofana convainc ses interlocuteurs. La stratégie semble bien payée, car sur les maillots des joueurs, sur les panneaux publicitaires, en écran LED 4x3, la beauté de la Côte d'Ivoire
est partout proclamé. Le stade Vélodrome de Marseille, où des légendes ivoiriennes comme Bakary Koné, Didier Drogba ou Basile Boli ont fait trembler les filets. Parlons justement de Basile Boli, on le retrouve ici avec Jean-Pierre Papin, ex-gloire du football français, posé pour la postérité aux côtés du ministre du Tourisme, Siandou Fofana. L'affiche du jour, l'Olympique de Marseille croise le fer avec le Toulouse Football Club. Les deux équipes entament leur séance d'échauffement. Le Mercure monte d'un cran dans le stade. La grande bataille des supporters a déjà commencé dans les tribunes avant l'heure et la sublime Côte d'Ivoire, par ses allées et venues incessants sur les écrans, est bien présente dans la partie. Le match se solde par un nul entre les deux équipes. Au terme de la rencontre, l'international ivoirien évoluant à Marseille, Bamo Meïté, est allé offrir son maillot au ministre du Tourisme, Siandou Fofana. Et voyons à présent ce qui fera aussi gagner beaucoup d'argent à la Côte d'Ivoire, une mine d'or à Séguéla, un gros profit pour notre pays, plus de 80 milliards de francs CFA. Cette mine produira 4 tonnes d'or par an sur une période de 8 ans minimum. Elle est exploitée par la société Rox Gold Sango, un projet accompagné par le gouvernement ivoirien qui finance à hauteur de 100 millions de francs CFA le comité de développement local minier pour des projets communautaires dans les zones impactées. Le lancement de l'exploitation avec Soro Corona. L'exploitation de la mine d'or de Séguéla est désormais l'affaire de la société Rox Gold Sango, filiale du groupe Fortuna Silver Mine basé au Canada. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a lancé officiellement les activités de cette mine qui va produire 4 tonnes d'or par an sur une durée minimum de 8 ans. Un projet qui est estimé à 865 000 onces d'or, soit 28 tonnes d'or. Et l'investissement global a été chiffré à 78 milliards de francs CFA. Les retombées sont multiples. Pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est plus de 80 milliards de francs CFA. Et pour le CDLM que nous venons de mettre en place sur la durée de la mine, c'est à peu près 4 milliards de francs CFA qui seront mobilisés. Le ministre Bouaké Fofana a traduit la joie des populations de la région du Ourodougou pour les opportunités de développement et d'emploi qu'offre cette mine d'or. Cette mine permettra d'offrir du travail aux populations et sera, dans les mois à venir, d'une utilité quotidienne et essentielle pour chacun et l'objet d'une fierté bien légitime pour toute la région du Ourodougou. Le président directeur général du groupe s'engage à développer un programme afin d'améliorer la qualité de vie des populations impactées par l'exploitation minière. Nous avons développé des programmes pour améliorer la qualité de vie, la santé, l'infrastructure et l'éducation, en mettant un accent particulier sur les femmes et les enfants. Deuxième temps fort de cette cérémonie, c'est l'installation et la remise de l'arrêté interministériel instituant le comité de développement local minier. Pour les 3 premiers mois d'activité, le comité a reçu un chèque de 100 millions de francs CFA. La mise en valeur des bas-fonds, de sorte que les femmes puissent les exploiter et produire assez de vivriers. Il y a aussi des écoles, des centres de santé à construire. Pour Mamadou Sangafoua Koulibaly, le gouvernement fait du secteur minier un pilier de l'économie ivoirienne avec l'adoption en 2014 d'un nouveau code minier. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a décidé de faire de ce secteur le second pilier de notre économie. Et le code minier adopté en 2014 a permis d'accroître l'attractivité de ce secteur. Et la production ne fait que croître d'année en année. La production nationale d'or a connu une hausse en 10 ans. De 12 tonnes en 2012, la production est passée à 48 tonnes en 2022. Et nous en venons à l'engorgement de l'axe Siporex-Port-Bouédeux dans la commune de Yopougon. La voie de 7,2 km est empruntée par des millions d'usagers chaque jour et occupée par des commerçants, transports, mais aussi des gares informelles ou encore des établissements scolaires. Une voie de plus en plus impraticable, une anarchie mêlée à l'insalubrité. Didier Nguessan nous montre des images. Yopougon, Carrefour Siporès et l'intersection de Port-Bouédeux.
Distant de moins d'1 kilomètre, mais relier ces deux points névralgiques est un parcours du combattant. Entre les commerçants installés sur les trottoirs, les transporteurs qui chargent en bordure de route, transformant une partie de la chaussée en gare routière, les lavages auto dont les eaux usées humidifient la voirie et le chevauchement des tricycles, le trajet se transforme en véritable bouchon. C'est côté la voie là qui nous fatigue un peu parce que là, il y a beaucoup d'embouteillages. Il n'y a même pas de route, mais tu vois, ouais, tout est gâté ici. Hein. Pour quitter ici pour aller à Dabou, là, on prend le temps. Hein. Matin même là, c'est pas la paix. On vient ici, on nous met ici, on nous met ici. Hier même, il y a une voiture, il a fallu quoi, un jeune ici. Bon, le marché aussi est gâté. On n'a pas de place. Donc on n'a pas le choix. C'est ça, on vient se débrouiller. Donc, c'est quoi? C'est pas parce que ça nous arrange. Mais vraiment, on ne sait pas où mettre la tête. Voilà pourquoi nous sommes là. Les transporteurs rejettent la faute sur les commerçantes qui accusent les mécaniciens qui, à leur tour, indexent les lavages automobiles et les vendeuses. Non, on se débrouille dans la rue ici. Et regarde les barras, il faut regarder les trous. Les gens pissent n'importe où. Où on vend même, il y a odeur de pipi. On ne sait pas comment faire. Marcher, mais on n'a pas ça marcher parce qu'on est en bas de rotation, on n'est pas sur marché. Le marché est bientôt, mais la route va commencer, ils vont nous chasser. Dans la conduite, on ne peut jamais dire que non, telle personne roule bien. Tout le monde, même que ça soit personnel, si ça soit baka, si ça soit tricycle, c'est la vitesse, ça roule. Mais c'est à toi de maîtriser ton frein. Il faut savoir rouler, ou il faut savoir sortir. Dans les carrefours, avant de sortir, il faut garer pour regarder les deux voies, gauche, droite, avant de sortir. Mais si l'autre est pressé, moi je suis pressé, c'est un accident, on va poser. On a un problème de gare. Problème de gare, les femmes aussi nous gênent ici. Le matin, il n'y a pas là ici. Les tricycles gare, quand le bac a dit quitter, c'est pas là. Entre eux et nous, là, vraiment, on n'arrive pas à s'attendre. Avant, nous, on était ici. Nous, on était dedans. On n'était pas sur la route. Il n'y avait pas de problème. Depuis, le coin est devenu gare, marché. Tu ne peux même pas passer. Souvent, on prend les voitures, on va aller payer des pièces à la Cipourès, au sable comme ça. Tu ne peux pas, on est obligé de faire le tour pour aller sur l'autoroute, aller sortir jusqu'au sable. Vraiment, il y a cafouillage. Des sables jusqu'au carrefour ici. La route là même là, souvent il y a des chauffeurs de bagarres qui coignent des femmes, ça devient un problème sur eux. Vraiment ici là, il y a désordre, la vérité. Donc moi je sais que là, le mec qui est là, je lui fais confiance, je sais qu'il va gagner espace pour nous les mécaniciens. Les uns rejettent la faute sur les autres, mais ils sont pour la plupart installés sur ces hautes tensions électriques dans un décor pour le moins dégradant, s'exposant au risque d'électrocution. Les embouteillages occasionnés suite à ce désordre créent des désagréments au voisinage, notamment les établissements d'enseignement technique et professionnel qui jouxtent ces commerces. C'est sous les hautes tensions. Il y a les pylônes qui sont là, donc ça veut dire que normalement, cette voie devait être libre. Mais comme ce n'est pas respecté, chacun s'est installé de façon anarchique et il y a un désordre pas possible. Le matin, c'est pratiquement 1h et 1h30 qu'on met pour venir au boulot. Moi, je vis à Nanéré, Carrefour, Oasis. Normalement, c'est 3 minutes de trajet. Mais je vous assure que si je ne prends pas le chemin à 5h30, 6h, je ne peux pas être au boulot à 7h. Ces difficultés sont communes aux 7 établissements techniques et professionnels installés sur cette plateforme. Souvent, nos apprenants sont malades, il y a des urgences. On doit les transporter à l'hôpital, dans les cliniques. Mais je vous assure que même avec les véhicules particuliers, difficile de se frayer un chemin. Cipourès, Poboué 2, un axe difficultueux mais pas désespérant. Un lieu d'espoir s'annonce avec ces travaux d'extension de la voirie en cours de réalisation. Désengorger cette route reste le défi auquel devra faire face le nouveau conseil municipal élu de Yopougon. Voilà, de grands enjeux attendent donc le nouveau conseil municipal de Yopougon. Nous poursuivons avec le programme jeunesse du gouvernement qui présente un premier bilan de la deuxième phase du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire. Plus de 37 000 jeunes ont été enrôlés sur 30 632 bénéficiaires prévus pour un budget de 12,3 milliards de francs CFA. Le point avec Sephora Zeki. Lancé le 7 juillet 2023 à Ferkessédougou, la deuxième phase du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord
vient de boucler son étape d'enrôlement pour la recherche des 30 632 bénéficiaires attendus au cours de cette phase, pour un budget estimé à plus de 12 milliards de francs CFA. Le coordonnateur du projet revient sur les détails. Il est question donc d'accompagner 1000 bénéficiaires à travers des formations par apprentissage, 500 bénéficiaires à travers des formations de reconversion et de requalification, 3000 bénéficiaires pour l'obtention du permis de conduire, 3000 bénéficiaires à mettre en activité temporaire et ensuite à accompagner à travers des AGR pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, 8000 bénéficiaires de subventions pour pouvoir financer donc des activités génératrices de revenus déjà créées dans ces zones, 6295 bénéficiaires de prêts pour des activités génératrices de revenus, prêts compris entre 100 000 et 1 million, et de micro et petites entreprises qui vont donc de 1 million à 5 millions de francs CFA. Mamadou Touré, après avoir dressé le bilan satisfaisant du processus, en dit plus sur la suite. Ce programme vise essentiellement la prise en charge donc, de jeunes pour les rendre moins vulnérables. Cette année, initialement, visait 14 000 jeunes. Mais comme nous sommes dans l'année de la jeunesse, sur instruction du Premier ministre, nous avons porté ce chiffre de 14 000 à 30 632 jeunes. Donc de juillet jusqu'à fin août, nous avons lancé les inscriptions et aujourd'hui nous avons annoncé qu'il y a près de 37 000 jeunes qui sont enrôlés dans différents programmes. Après la préinscription de ces 37 000 jeunes, les comités locaux, notamment les comités présidés par les préfets et les sous-préfets, en lien avec les organisations de jeunesse, les structures techniques donc, de nos différents ministères, vont travailler à profiler ces 37 000 jeunes. Et le 2 octobre, nous allons donc publier la liste des 30 632 jeunes qui ont été retenus. Et ces jeunes vont commencer effectivement les activités le 10 octobre. Pour rappel, les listes seront publiées du 2 au 7 octobre prochain dans l'ensemble des régions et sur les plateformes du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Pour ce qui est des AVEC, Association villageoise d'épargne et de crédit, le processus de sélection se fera du 10 octobre au 15 novembre 2023. Et comme en appui aux initiatives du gouvernement pour la jeunesse ivoirienne, l'ONG Barreau a initié des sessions de sensibilisation de la jeunesse contre le phénomène d'immigration clandestine. Frédéric Oulaï et Franck Oisur nous en disent plus. Les aventures périlleuses de l'immigration clandestine n'ont que fait trop de victimes. Des victimes, mais aussi des témoins vivants. Et toutes les lucarnes sont du pain béni pour s'exprimer. Je suis partout au Koweït. Étant là-bas, on a vécu des choses. Le travail était énorme. C'est de l'esclavage, au fait. Et avant de partir aussi, dis-toi que déjà, on t'a déjà acheté pendant que tu es ici. Donc, déjà payé ton prix là-bas. Donc, si tu pars, tu n'auras pas ton passeport, tu ne peux pas sortir. Comme si tu es dans une prison, mais tu as un petit salaire. Ce n'est pas différent des prisonniers aussi. Rester au pays, c'est encore plus mieux. Des migrants de retour qui ont le soutien d'entités telles le ministère du Tourisme. Ce panel vise à sensibiliser. Thème choisi, la Côte d'Ivoire réseau, je suis calé. Immigrer n'est pas en soi un danger, n'est pas en soi un crime, mais c'est le fait de le faire de façon clandestine qui est dangereuse. Il est important que nous puissions attirer l'attention de nos jeunes frères, de nos enfants, pour dire que les risques qu'ils prennent en voulant immigrer clandestinement ne sont pas justifiés par les bénéfices qu'ils vont en tirer. Il est préférable de prendre le temps, de réfléchir sur place ici, identifier les opportunités et les réaliser. Nous sommes à une période où il y a beaucoup de projets qui sont mis en œuvre pour les jeunes. Et c'est donc bon pour nous de venir nous exprimer devant ces jeunes-là, leur donner de l'espoir, en leur présentant le dispositif qui existe et qui est fait pour eux en faveur de cette jeunesse. Une démarche incitative. L'on est mieux que chez soi. Et l'écrivaine Mawa Bakayoko, aussi présidente d'ONG, interpelle. La Côte d'Ivoire est zo, je suis calée. Nous avons tous ce regard-là sur l'embellie que la Côte d'Ivoire présente aujourd'hui. On dira que tout n'est pas parfait, mais il y a quand même des pistes aujourd'hui de solutions qui se présentent énormément à tous ces jeunes-là. Ce phénomène de l'immigration clandestine est une réalité. Il y a toujours quelque chose à faire là où on est. Aller mourir dans la Méditerranée n'est pas la solution. Interpeller, mais aussi proposer.
Des initiatives et alternatives comme solution aux problèmes de l'immigration clandestine sont de plus en plus envisagées. Et une bonne place est faite à l'entrepreneuriat. Le quotidien L'Intelligent d'Abidjan célébrait la semaine dernière ses 20 années d'existence dans la presse ivoirienne. Une célébration avec un point d'honneur accordé à la sécurité sociale. Et d'ailleurs, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a apporté son expertise en la matière. On le voit dans cet élément rapporté par Sephora Zegui. Porté sur les fonds baptismaux le 3 septembre 2003 par Alafé Wakili, le journal L'Intelligent d'Abidjan a 20 ans. 20 ans que Alafé Wakili veut célébrer à travers une semaine d'activités, conférences publiques et panels thématiques. Voici l'essentiel de l'agenda. La sécurité sociale et l'emploi jeune sont au cœur de cette deuxième journée de festivités. Nous échangeons avec nos partenaires de tous les jours, que ce soit la CNPS, la CGRAE, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Cette interaction avec nos partenaires, avec la société civile et le grand public pour susciter une adhésion et montrer que la presse est au service d'une communauté et au service de la société. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Cette volonté de partager des idées, de sensibiliser la population sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, vous avez vu la carte CEMU, la sécurité sociale, l'emploi. Adama Kamara, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, s'est entretenu à cette occasion avec les jeunes sur les avancées réalisées en la matière. Nous nous sommes engagés à faire en sorte que ces instruments de protection sociale, qui ne sont autres que la protection des droits et intérêts des travailleurs, aussi bien secteur privé que public de notre pays, préservent leur dignité en ayant accès à des revenus de remplacement quand ils iront à la retraite, bien évidemment, à condition qu'ils cotisent à bonne date pour pouvoir, s'ils sont malades dans le cadre de la couverture maladie universelle, être soignés, pour pouvoir, dans le cadre du régime social des travailleurs indépendants, bénéficier des revenus de remplacement quand ils connaissent des aléas en activité ou quand ils vont à la retraite, qu'il pleuve, qu'il neige, que le soleil brille de mille feux. Nous ferons la promotion de ces instruments de protection sociale parce que c'est ce qui est bien pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Les différents directeurs des caisses de prévoyance sociale se sont succédés pour parler des délais de cotisation, l'importance de cotiser afin de toucher la pension à la retraite. La fête à l'Intelligent d'Abidjan se poursuit jusqu'au 17 septembre avec des rencontres entre professionnels des médias au cours de panels, journées sportives avec pour thème la sécurité routière, un dîner gala et une journée dédiée au tourisme et loisirs. Parlons sport à présent avec la Côte d'Ivoire qui remporte la finale de la Coupe des Nations de pétanque face au Bénin avec un score de 13-3. C'est au cours de la 50e édition qui s'est jouée hier à Cotonou, la capitale du Bénin. Je vous invite à présent à enfiler vos casques et à prendre vos vélos pour rejoindre le cyclisme Tour de Côte d'Ivoire qui a débuté hier, dimanche 17 septembre 2023 à Katiola. C'est un circuit fermé de 5,700 km à couvrir 20 fois, soit une distance de 114 km à parcourir. Il faut du souffle et surtout de l'endurance, nous dit Salif Ouattara de RTI Sport. Du 17 au 24 septembre 2023, les routes ivoiriennes seront arpentées par les cyclistes à l'occasion de la 29e édition du Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation. 42 coureurs venus du Togo, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, ainsi que 3 équipes de la Côte d'Ivoire prennent part à cette compétition. Le top départ a été donné à Katiola, un circuit fermé dans la ville, long de 114 km qui a finalement tourné en faveur du Burkina Faso. Pourtant, les Ivoiriens, 15 au total, dans le peloton, avaient pris les devants jusqu'à l'avant-dernier tour où le jeune Ilboudo Mahamadi enfume ses challengers. Son chrono, 3h05 minutes 32 secondes. C'est pas moi je souhaite travailler, c'est tous les cyclistes du Burkina. Grâce à leur capitaine, Abou Sanogo, les éléphants enlèvent la 2e place au classement général.
Et après ce tour de la Côte d'Ivoire, je vous invite à présent à faire un bref tour de l'actualité internationale de ce 18 septembre qui nous conduit au Mali, où les combattants du cadre stratégique permanent se sont retirés de la ville de Léré, en Libye, où l'ONU et l'OMS sont préoccupés par les risques de maladies après les inondations. Et également, nous verrons l'actualité en Ukraine, où l'armée affirme avoir percé la ligne de défense russe près de Bakhmout. Le commentaire de Angela Diallo. Les combattants du cadre stratégique permanent se sont retirés de la ville de Léré. Cette coalition de groupes armés avait attaqué et pris le contrôle du camp militaire malien de la ville. L'état-major des forces armées maliennes confirme l'attaque et évoque une riposte. Mais les assaillants ont quitté la ville pendant la nuit de dimanche à lundi. À Derna, dans l'est de la Libye, une semaine après les inondations provoquées par la tempête Daniel, des corps se trouvent encore sous les décombres. Une situation qui pourrait représenter pour l'ONU une menace pour l'hygiène. Sur place, leur agence tente de prévenir la propagation de maladies. Selon le gouvernement de l'Est libyen, la catastrophe a fait officiellement plus de 3000 morts. 40 000 personnes sont déplacées et 30 000 sans abri. Le commandant des groupes terrestres de Kiev a affirmé ce lundi que les troupes ukrainiennes avaient percé la ligne de défense russe près de Bakhmout. Pour le général, la situation dans la zone demeure compliquée et les combats se poursuivent. Et voilà, ce journal est ainsi terminé. Merci d'avoir suivi. Retour de l'actualité sur RTI 1 à 6h demain matin. Et on l'espère avec des bonnes nouvelles d'ici et du monde.